Hier, nous avons été témoins de certaines scènes dans la cité de Bouaké et nous avons déploré tout ce qui s'est passé. Alors nous venons, porteurs d'un message, demander à la population de se calmer et que les autorités vont plancher sur la situation. Alors nous demandons à toute la jeunesse, nous demandons véritablement aux hommes religieux, nous demandons aux chefs traditionnels vraiment de parler à leur jeunesse, de parler à leur population et que sous peu, nous savons que les autorités auront un mot à dire. Demain, nous serons appelés aussi aux commandes. Si nous gâtons, si nous détruisons tout, avec quoi demain allons-nous diriger ce pays? Alors nous demandons à la jeunesse de ne plus jamais passer à de tels actes et d'avoir vraiment des comportements civiques. Aujourd'hui, on ne doit pas retomber dans ces comportements. C'est pourquoi nous déplorons vraiment cette situation qui se passe. La banque, c'est pour nous, c'est notre argent qui est là-bas. Nous qui sommes venus à Bouaké, nous avons nos papiers à la mairie, partout. Et si nous les déchirons, on va trouver le papier où demain? Mais vraiment, c'est déplorable. J'appelle toute la population au calme. Un conte romanesque pour plonger le lecteur dans l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire, coincée dans les serres de la guerre. L'État zéro ou la guerre des Gaou consacre le retour de l'écrivain Maurice Kwaku Bandama à sa première passion, le conte qu'il a révélé au monde. À travers cette œuvre de 286 pages, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire retrouve son style ample et plein de fougue, son verbe loufoque et ses images percutantes. L'État zéro ou la guerre des Gaou, comme tout conte, transporte le lecteur dans le merveilleux où l'écrivain demeure le témoin de son temps. Ce que je veux montrer dans cette œuvre, c'est que par-delà nos ambitions, nous devons demeurer humains, nous devons demeurer humbles. L'écrivain est un rêveur, l'écrivain est un homme, est un artiste qui pense que la justice est possible. Pour les lecteurs, l'État zéro ou la guerre des Gaou est une œuvre aboutie. C'est l'écriture qui nous réconcilie avec la bonne écriture, la belle écriture. On a l'impression que l'écrivain est en transe au moment où il écrit. On retrouve la primordialité du monde dans sa jeunesse, l'enfance, l'accouchement du monde, la difficulté d'accouchement avec tous ces avatars. L'État zéro ou la guerre des Gaou, dont la dédicace a eu lieu au plateau, est le 14e livre de l'écrivain ministre Maurice Kwaku Bandama. 3 kilomètres à parcourir en 1 heure. Le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA en course pour des retraités bien dans leur corps et ce, au moyen du sport. Des exercices adaptés donc à leur âge afin d'éviter certaines maladies telles l'hypertension, le diabète, l'obésité et le rhumatisme. J'avais la plante du pied qui me faisait mal, mais après le sport, en tout cas, je me sens à l'aise. J'ai l'âge de 12 ans. Mon médecin me dit de faire le sport, mais j'ai peur. Je me suis dit en courant, je peux tomber. Hier, mon mari m'a dit de venir essayer. Je me sens aujourd'hui à l'aise. J'ai 70 ans, ça me fait du bien et ma respiration est normale. Je me sens bien requinqué après le sport. Mais la pratique du sport n'est pas toujours aisée quand on a un certain âge. Certains de ces sportifs d'un jour n'ont pas tenu la cadence. Recommandation est alors faite pour une activité sportive régulière. Il ne faudrait pas qu'ils attendent une fois les organisations comme ça mensuelles. Ce que nous leur recommandons, c'est de faire de manière, si vous voulez, quotidienne, sinon 1 ou 2 fois dans la semaine. La prochaine étape, c'est l'étape de Daloa, pour permettre aussi à nos clients de l'intérieur de bénéficier de cette caravane-là. Parce que pour nous, la retraite n'est pas la fin de la vie. La retraite, c'est le début d'une nouvelle vie que nous avons souhaité toujours active et épanouie. Le FIDRA, premier système financier décentralisé destiné aux personnes âgées de Côte d'Ivoire, de par ce geste, entend donner le goût du sport à ses retraités. Une nouvelle expérience en somme, comme pour allier sport et santé. Ce soir, Nodoka, 24 ans, a rendez-vous avec un homme de 2 fois son âge. Ni ami, ni prétendant, Takanobu Nishimoto est un homme à louer, en tout bien tout honneur. C'est la 2e fois qu'elle a recours à ses services, car ce qui lui plaît dans cette relation, c'est l'honnêteté qu'elle peut avoir avec cet inconnu. Il y a le moi avec mes amis, le moi en famille, le moi avec mon petit copain. J'ai créé un moi en fonction des autres.
Ici, tout ça explose, du fait que je parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Et grâce à lui, j'ai l'impression de mieux me comprendre. Quand il a lancé son service, Nishimoto l'a fait un peu comme une blague. 4 ans plus tard, il gère une quarantaine de demandes par jour et une escadrille de 60 hommes est répartie sur l'ensemble de l'archipel. Le prix du rendez-vous, 1000 yens de l'heure, soit environ 8 €. Une somme symbolique qui formalise selon lui la relation. Le fait de recevoir 1000 yens est finalement une bonne chose, car ça implique de devoir garder une posture sérieuse, d'aborder les choses de manière professionnelle. Le client, de son côté, est aussi en droit de me dire « je te paye, donc tu m'écoutes ». 35 millions d'individus se croisent chaque jour à Tokyo. Mais dans une société très hiérarchisée où la pudeur est une règle, la communication spontanée peut être compliquée, même avec un proche. Quand on est confronté à quelque chose de nouveau en soi, c'est difficile d'en faire part à quelqu'un car il n'y a pas tout le temps le bon interlocuteur dans les relations existantes. On se demande comment on peut se livrer si on ne risque pas de gêner l'autre. Du pêcheur solitaire à l'ado rêveuse, en passant par le malade en phase terminale, Monsieur Nishimoto a connu toutes sortes de clients. Au total, il a loué ses services à plus de 3000 individus. Sur une colline de Cisjordanie, un groupe de Palestiniennes enfilent leurs combinaisons blanches et couvrent leur visage d'un fin grillage. Direction une oliverie parsemée de ruches dont elles s'occupent depuis 4 ans. Dans le territoire palestinien occupé depuis près d'un demi-siècle par Israël, la récolte de miel permet à de plus en plus de femmes de joindre les deux bouts. Nous sommes 6 femmes à participer à ce projet. L'une d'entre nous a une famille de 7 personnes, une autre subvient aux besoins de 9 personnes, l'une d'entre nous subvient à ses propres besoins, une autre a 4 enfants, une autre encore en a 8. Nous avons toutes des situations différentes. Tous les ans, ces femmes produisent 600 kilos de miel pour un revenu annuel de 1 400 €. Une somme supplémentaire bienvenue, alors que le chômage touche un habitant sur 4 dans les territoires palestiniens. Un taux qui atteint 40% chez les femmes. Et pour certaines, l'apiculture est devenue une véritable passion. J'adore ça. C'est ce que j'aime le plus après mes enfants. À la maison, je surveille toujours nos ruches et je m'occupe des abeilles. Le projet est encouragé par Parc, une organisation qui aide aujourd'hui 103 femmes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La plupart des projets en Cisjordanie ont été lancés dans la zone dite C, qui représente 60% du territoire et qui est placée sous total contrôle militaire israélien depuis les accords d'Oslo de 1993. En 23 ans, des colonies israéliennes ont été construites sur de nombreuses terres agricoles. Résultat, la part de l'agriculture dans le PIB palestinien a chuté de 72%. Nous travaillons principalement sur des terres agricoles à l'intérieur de la zone C. Donc l'un des objectifs principaux de notre projet, c'est d'aider les gens à rester sur leurs terres. En particulier les femmes vivant dans les zones agricoles. En plus du miel, les apicultrices de Cisjordanie fabriquent des produits à base de gelée royale et de cire produite par leurs abeilles. Certaines se sont rendues en Jordanie et même jusqu'en Espagne pour les vendre lors de forums d'agriculture et de commerce équitable.